Bien. Merci à vous. Merci d'être encore si nombreux. Alors, nous allons passer de cette phase qui est un peu difficile, la première partie de la solennelle, à une part de rêve, puisqu'on va parler d'exploration martienne avec Sylvestre Maurice. Alors, Sylvestre est connu de l'Académie parce que nous avons eu le plaisir et l'honneur de lui remettre une médaille de vermeil pour CamCam sur le robot Curiosity, et il a eu cette médaille en 2000. L'année dernière. Bon, mais il faut quand même que je vous présente Sylvestre Maurice. Bon, c'est un passionné de l'espace et de l'interplanétaire. Il a participé à de nombreuses missions, NASA, ESA, ISRO, JAXA et même chinoise. Donc vous voyez, sa compétence est connue dans le monde entier. Donc il s'est intéressé à Mercure, à Saturne, à la Lune, et puis Mars c'est quand même devenu un peu son obsession. Bon. Mais il a recherché la glace au pôle lunaire, il a regardé l'hydratation de l'équateur sur Mars, il a recherché de l'eau sur les pôles de Mercure, et il se préoccupe aussi de l'habitabilité de Mars. Donc, il va nous faire une synthèse sur cette exploration martienne, et je lui laisse la parole pour qu'il nous fasse rêver. Voilà. Bien, Madame la Présidente, chers amis, et je suis ravi d'être ici et de venir vous parler effectivement du programme martien dans son ensemble. Vous montrer que c'est une aventure de science, une aventure technologique, et puis une aventure du moment, parce que nous vivons une époque formidable, je tiens à le dire, et je trouve que c'est bon de dire que, de savoir le dire, je ne vais pas vous dire tout va bien, c'est toujours difficile, mais on n'a jamais vu une telle effervescence, un tel engouement pour la recherche et l'exploration de Mars. Alors, cette histoire de Mars, j'ai emprunté ce titre d'une planète ordinaire à mon directeur de thèse dans cette salle, Michel Blanc, à qui je dois mes pas en planétologie, et Sylvie Beauclerc, ici même présente, à qui je dois mes pas en astrophysique. Donc, je les remercie aussi tous les deux. Oui. C'est important pour moi et pour nous tous de dire qu'au départ, Mars n'est pas une planète qui a l'air extraordinaire. Alors ça, c'est une belle vue, une photo qu'on a prise, un montage de photos qu'on a pris il y a un peu moins d'un an, avec Curiosity, une planète qui est extraordinairement minérale, qui est très belle d'un point de vue esthétique. Il ne faut pas aimer le vert, alors on est dans les couleurs ocre, les couleurs marron. Une planète qui, quand on regarde dans le détail, n'a pratiquement pas d'atmosphère, une atmosphère très ténue. Il y fait très froid, on a des nuits en ce moment à moins 50. Il n'y a pas d'eau liquide, rien. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est pas possible d'avoir d'eau liquide. Et même malheureusement, il n'y a pas d'activité ou pratiquement pas d'activité géologique. Donc c'est une planète ordinaire. Et pourtant, quand on regarde dans le détail, et vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, elle a peut-être ce qu'on appellerait un destin extraordinaire, parce qu'on a une question fondamentale avec cette planète, c'est y a-t-il eu un jour de la vie sur Mars? Et c'est ça l'exploration de Mars. Souvent les enfants me demandent ce que je fais, je cherche les martiens, et ça fait partie de notre... et c'est un vrai métier. Et vous allez voir que ça requiert un nombre assez impressionnant de collaborateurs. Bon, je me permets de penser que vous n'êtes pas quand même les plus grands spécialistes de Mars, alors je vous fais un petit rappel très rapide. Mars est une petite planète, la surface de Mars est à peu près équivalente à la surface des continents sur Terre. C'est quand même de l'espace à explorer.
il y a une atmosphère qu'on dirait primitive, hein. En planétologie, les atmosphères primitives sont de CO2, c'est probablement comme ça que la Terre a commencé, et beaucoup d'autres planètes. On est à 7 millibars, vous allez voir, c'est aujourd'hui 7 millibars de pression. On est loin du Soleil. Alors, loin du Soleil, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est que l'année va être assez longue, elle est pratiquement 2 années terrestres, 687 jours terrestres, donc une année plus longue, 4 saisons, il y a une inclinaison semblable à la Terre. Et puis, la planète tourne sur elle-même. Alors, le hasard des rotations planétaires, c'est vraiment un hasard, fait que Mars tourne pratiquement 24 heures sur elle-même. Elle tourne en 24 heures et 37 minutes. Et ça, c'est important parce que ça s'appelle un sol, un jour martien. Et nous, on vit... alors, là, je ne l'ai pas mis parce que je suis en repos aujourd'hui, mais normalement, on a 2 montres, une montre martienne et une montre terrestre. Et on vit en heure martienne, ce qui veut dire que tous les jours, vous allez vous décaler 37 minutes. Donc si aujourd'hui vous arrivez à 8h du matin au boulot, demain 8h40 et le lendemain 9h20, etc. Et vous verrez qu'au bout de 17 jours, vous arrivez à 8h du soir. Et donc 37 minutes c'est peu, mais ça me pourrit la vie depuis 6 ans. C'est comme ça. Ça s'appelle des sols, les jours martiens. On a d'ailleurs dû inventer un vocabulaire pour se repérer, parce que hier c'est pas forcément clair dans ma tête. Alors si je dis hier c'est un sol, je sais que c'est hier. Demain c'est sol oro. Et puis tous les 37 jours, on a justement le droit à un jour de vacances, un seul, ça s'appelle un solidé. Donc voilà, il a fallu reconstituer notre vocabulaire. Cette planète qui tourne sur elle-même tourne autour du Soleil, ça paraît clair pour tout le monde. Elle a 2 satellites, Phobos et Deimos, dont je vais peu vous parler, une conception près. Et puis, la dernière chose, elle reçoit évidemment peu de lumière, puisqu'elle est loin, à peu près 40% de ce que reçoit la Terre. En conséquence, c'est une planète froide, et puis qui plus est, avec le manque d'atmosphère, vous imaginez le gradient entre le jour et la nuit, et donc on a des nuits très très froides. Alors, on va rentrer dans le détail de cette planète. La plus belle vue, finalement, qu'on a ait, c'est le Global Surveyor en 98, c'était un laser altimètre. On a des précisions verticales de l'ordre de 30 cm, c'est remarquable. Hein, ça fait une nanosonde, je vous rappelle, pour ceux qui font du temps de vol sur des lasers altimètres, et avec par contre une densité de points, qui n'est pas extraordinaire, hein, on a des points espacés de plusieurs centaines de mètres, enfin c'est quand même déjà pas mal, et vous avez cette vue d'une planète dont la topographie s'étale entre moins 11 km, vous allez me dire ça ressemble à la Terre, jusqu'à plus 28 km. Là, évidemment, c'est bien plus exacerbé que la Terre. Et on verra que ces grandes structures, très très hautes, viennent de cette région ici, principalement, peut-être un peu ici, mais de volcans. Les plus grandes structures sur Mars sont des volcans qui culminent quasiment au-dessus de l'atmosphère, d'ailleurs, à plus de 25 km d'altitude. Je vous rappelle quand même que la plus grande structure sur Terre est bien un volcan. Je vous rappelle que Hawaï est l'eau l'Everest, tout simplement commencé sous l'eau. Et il y a beaucoup d'ailleurs de similitudes entre les volcans, le volcanisme point chaud tel qu'on le connaît à Hawaï et le volcanisme martien. Vous voyez aussi une surface qui est une dichotomie assez impressionnante, un hémisphère sud très cratérisé, donc très vieux. Ça c'est en planétologie, plus il y a de rides, plus il y a de cratères, plus c'est vieux. Voilà, et étonnamment, l'hémisphère nord est moins cratérisé. Donc on a une dichotomie entre le nord et le sud, qui est une dichotomie, vous voyez, d'âge, de surface, mais aussi d'altitude, puisque tout l'hémisphère nord est globalement 4 à 5 km plus bas que l'hémisphère sud. Et ça, c'est un grand mystère, et je vais peut-être vous montrer qu'on pense avoir percé un peu ce mystère. Donc, belle planète à explorer, planète complexe, il va falloir réfléchir où on veut se poser, évidemment. Et puis, planète qu'on regarde avec nos caméras, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Toutes les sondes, qu'elles sont en orbite ou au sol, ont des caméras. La dernière sonde Curiosity en a 17, c'est pour vous dire, on est des maniaques de l'imagerie. Et très honnêtement, la science est surtout faite avec l'imagerie au premier regard, je dirais. Regardez ici des très belles vues qui datent pour la plupart du début. Alors je vais vous parler d'une histoire des années 2000, hein, on est à peine plus vieux sur Mars. Ici des deltas absolument incroyables. Ici la Convalis, c'est une trace fluviale de plus de 500 km de long. Ici des écoulements qu'on appelle catastrophiques. Ici Eberswalde, c'est carrément un delta rempli de sédiments. Très clairement, sur Mars, nous avons des traces d'un passé aqueux d'eau liquide à la surface de Mars. La question, c'est combien d'eau?
Alors on fait nos petits calculs. Pour un astrophysicien, un facteur 10 d'erreur, c'est pas choquant. Et donc on vous dira qu'il y avait entre 200 et 2000 mètres d'eau équivalent. Alors la grandeur équivalente, c'est dans votre tête, vous prenez une planète, vous enlevez les mers, vous enlevez les montagnes, les fosses, vous faites la belle boule de billard et vous dites qu'il y a combien d'eau sur Terre. Alors il y a combien d'eau sur Terre? Et bien on apprend à nos étudiants qu'il y a à peu près, même s'il y a une spécialiste de toutes ces affaires, mais on apprend qu'il y a à peu près 3 km d'eau équivalent sur Terre en surface. Alors il y a aussi un deuxième réservoir sur Terre qui est dans le manteau, qui est très important parce que ça va permettre de fluidifier et de réaliser la tectonique des plaques. Mais vous avez 3 km d'eau à la surface de la Terre. Et donc il y a combien sur Mars? C'est la grande question. Nous on ne sait pas répondre. Alors au plus bas on dirait 200 mètres, au plus haut on dirait 2000 mètres. Alors, il suffit de remplir tous les points bas d'eau, donc c'est pas encore clair. En tout cas on sait que cette eau liquide c'était il y a plus de 3 milliards d'années, ça c'est clair avec le taux de cratérisation. Et on sait qu'elle est plus là, l'eau. Et donc les grandes questions, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait de l'eau qui a permis, quelles sont les conditions physico-chimiques qui ont permis l'eau il y a 3 milliards d'années, et puis cette eau a-t-elle rendu la planète habitable? Je reviens à mes petits martiens. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très honnête, aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau, pas d'eau liquide en surface. Alors on a vu de la glace. On a vu de la glace, par exemple ici, un véhicule qui s'appelle Phoenix, qui a frotté le sol, qui a vu de la glace, qui tout de suite, dès qu'elle a été mise en surface, elle s'est d'ailleurs sublimée. On a vu, grâce à un instrument qui s'appelle Omega, sur Mars Express, on a vu de la glace d'eau à l'intérieur et sur les pourtours des calottes de glace, qui sont des calottes de CO2 sur Mars, donc on équilibre avec l'atmosphère, des névés. On sait qu'il y a de la glace, mais si on doit faire le bilan de la glace aujourd'hui, eh bien on a un bilan qui pourrait être entre 50 et 500 mètres, même si on a beaucoup de difficultés à faire ce bilan, c'est-à-dire nettement moins que ce qu'on pense dans le passé, même s'il y a un recouvrement. Et donc on revient sur ces questions, pourquoi est-ce qu'il y avait de l'eau liquide à une époque, et puis maintenant, pourquoi il y a seulement de la glace. Donc pour comprendre ça, il faut faire un peu de physique, donc c'est rare que je parle devant une assemblée de physiciens, de gens qui connaissent la physique et qui sachent ce que c'est que le diagramme du point triple de l'eau. Et puis ceux qui ne savent pas, ils sauront que c'est au programme de seconde ou de troisième. Tout le monde est passé par là. Donc personne n'a la moindre excuse pour se souvenir qu'ici c'est la température, qu'ici c'est la pression, là c'est le fameux point triple de l'eau, ici c'est le domaine de la glace, le domaine de l'eau liquide, le domaine de la vapeur. Et si je prends un exemple, alors l'échelle n'est pas très heureuse, mais un exemple à 1 bar d'un glaçon qui serait à moins 50 degrés, et puis je le chauffe, moins 40, moins 30, etc., moins 20, moins 10, à un moment il va se mettre à devenir de l'eau, se liquéfier, et vous regardez la température, c'est 0, c'est un peu la définition du 0 aussi, pas se tromper, et puis une fois que toute la chaleur latente est consommée, vous n'avez plus que de l'eau, ça va se mettre à chauffer, jusqu'à 80 degrés, 90, à un moment ça va rentrer en vapeur, vous regardez la température, ça fait 100, c'est la définition du sang. Et puis ensuite, dès qu'il n'y a plus de liquide, on va rentrer dans la vapeur. Voilà, ça vous rappelle quelque chose. Aujourd'hui, Mars est ici. Il fait 7 millibars, à peu près 6-7 millibars de CO2. On a une température autour de moins 30, moins 40 en moyenne. Aujourd'hui, sur un raisonnement purement de thermodynamique, l'eau liquide n'est pas possible à la surface de Mars. Voilà, c'est tout simple. Alors comment expliquer toutes ces belles traces qu'on voyait il y a 3 milliards d'années? Eh bien pour ça, il faut imaginer que Mars dans le passé devait être ça. On n'a pas beaucoup de moyens de réchauffer une planète. Vous ne pouvez pas l'approcher. On peut, ça s'est passé, les planètes ont un peu bougé sur leur orbite, mais c'était il y a très longtemps, quand elles sont nées. Depuis 4,5 milliards d'années, elles ne bougent plus, depuis au moins 3,9 sur leur orbite. Et donc, pour expliquer qu'une planète se réchauffe, le seul, finalement, le curseur qu'on ait, c'est l'atmosphère. Et effectivement, si d'après un modèle, si je prends mon Mars d'aujourd'hui et j'augmente sa pression, donc verticalement, d'à peu près avec, disons, 2 bars de CO2, eh bien l'effet de serre, qu'on connaît bien, va vous pousser dans le domaine liquide. Donc si vous imaginez que Mars, dans le passé, avait une atmosphère de 2 bars de CO2, alors l'eau liquide, c'était possible. Donc le raisonnement inverse, c'est puisqu'il y avait de l'eau liquide, on pense qu'il y avait une atmosphère dense, on va y revenir. Mars est une planète qui a énormément vécu. Ça, c'est un diagramme d'ailleurs que vous ne verrez pas à grande distance pour vous dire que sur une échelle de 1 milliard d'années, 2, 3, 4 milliards et demi, tous les grands phénomènes se sont passés dans le 1er milliard et demi d'années. Mars est une planète qui est ancienne.
Aujourd'hui, vous avez compris, c'est une surface qui est froide et sèche depuis probablement 3 milliards d'années, 3,5 milliards d'années. Et à son démarrage, alors toutes les planètes ont le même âge, elles ont 4,56 milliards d'années, on est devenu très fort pour caler ce temps zéro, grâce aux météorites en particulier, aux chondrites par exemple. Eh bien, au départ, la planète, comme toutes les planètes, elle est chaude, hein, les éléments s'accrètent, et donc ça fait des planètes qui sont très chaudes, qui vont rayonner leur chaleur, qui vont se refroidir. En se refroidissant, elles vont peut-être condenser des volatiles, et on sait que l'eau apparaît très tôt. 4,2, 4,3 milliards d'années, l'eau apparaît. Donc cette phase d'eau liquide sur Mars est là. C'est Mars qu'on regarde, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est la beauté de Mars, c'est que Mars, quand vous regardez Mars, vous regardez une époque ancienne. Vous regardez une époque de temps, autour de entre 3,5 et 4 milliards d'années à peu près. Et c'est ça qui est très beau. J'ai une fenêtre dans le temps grâce à Mars. Pourquoi c'est beau? Parce qu'en même temps, j'ai la Terre. Alors voici notre planète préférée. La Terre, nous on est là, dans l'épaisseur du trait, vous le savez. Souvent je suis obligé de rappeler aux enfants que les dinosaures, ils sont à peu près ici, un peu par ici. Donc la vie, telle qu'on la connaît, les 550 derniers millions d'années, la vie à la surface de la Terre multicellulaire, c'est très récent. D'accord? Avant, c'était une planète qui avait de l'eau liquide et naissant autour de 4,2 milliards d'années, ça on le sait grâce à des marqueurs dans les zircons qu'on a pu trouver, mais une planète qui va développer quelque chose d'extraordinaire, c'est la vie. Alors c'est très difficile de mettre un temps zéro pour la vie. On est sûr que la vie était là il y a 2,7 milliards d'années, même si c'était une vie unicellulaire, base de bactéries, il n'y a même pas de noyau, hein, les eucaryotes arrivent un peu plus tard. La photosynthèse, on en a des traces il y a 3 milliards d'années. Il y a un papier il y a 2 ans qui est sorti dans Science avec un démarrage de vie de 3,7 milliards d'années. Là, ça commence à devenir beaucoup parce qu'on sait qu'il y a 3,8 milliards d'années, il y a des choses qui se passent dans le système solaire qui ne sont pas super compatibles avec la vie, qu'on appelle le LHV, la très bombardement. Mais bon, la vie doit apparaître à peu près à ce moment-là. Mais sur Terre, je peux demander à nos étudiants d'aller me chercher un caillou ancien, ils ne trouveront pas. Le problème de la Terre, c'est une planète qui n'a pas de mémoire. Une planète qui efface en permanence sa mémoire. Une planète qui, à cause de l'érosion du vent, à cause de l'érosion de l'eau, à cause de la tectonique des plaques, vous avez une planète, quand je regarde la Terre, eh bien, je regarde cette histoire. Demandez aux géologues de trouver des cailloux anciens, c'est impossible. On trouve des minéraux anciens, mais des cailloux, c'est très très difficile, dans des endroits bien pratiquement secrets, où on a quelques indices de cette époque de la Terre. Et j'espère que vous avez compris donc l'intérêt de cette relation entre la Terre et Mars. Vous allez sur Mars, en particulier pour explorer un moment oublié de l'époque de la Terre, qui vit naître l'habitabilité de la planète et vit naître la vie. C'est ça le pitch de l'exploration martienne. C'est un peu par défaut, on n'a pas l'information sur Terre, ben allons la chercher ailleurs, et on a beaucoup de chance grâce à cette planète. Alors autour de cette planète, on va développer un programme martien. Alors là, j'ai fait donc l'effort d'essayer de l'organiser un peu, parce que c'est un peu fouillis. Vous allez trouver que c'est super bien organisé, mais c'est un peu une relecture après coup. Hein, en fait, c'est pas si bien organisé que ça, c'est qu'on lance un peu selon l'argent qu'on a, mais on organise un peu le truc. Mais à la fin, j'essaie d'en faire une relecture pour vous montrer que ça a un sens, parce que finalement, les choses ont l'air de bien se monter sur Mars. On va creuser l'exploration dans le potentiel biologique, vous avez compris, hein, c'est ça qui va nous intéresser. Les climats, vous avez compris qu'il y a un climat d'hier et d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir, puisque l'atmosphère a changé. Et puis, vous avez une géologie qui a évolué de la surface, et bientôt, je vous dirai quand on aura l'information sur l'intérieur de la planète. Donc, des objectifs, j'en ai repéré 3 qui vont structurer ce programme. L'eau sous toutes ses formes, donc l'eau est le fil conducteur de l'exploration de Mars. L'habitabilité, est-ce que cette eau, si elle existait, est-ce qu'elle a permis l'habitabilité de la planète? Et on va définir cette habitabilité. Et éventuellement les traces de cette habitabilité. Et puis enfin, si le processus a été jusqu'au bout, y a-t-il des traces de vie? On va chercher des traces de vie, nos petits martiens. En parallèle de ça, j'ai quand même posé 2 objectifs qui sont un de planétologie comparée, en quoi finalement la Mars est une des planètes avec Mercure, avec la Lune si vous voulez, avec Mercure, avec Vénus, pardon, avec toutes les planètes, Jupiter, etc., pour mieux comprendre comment on est un système solaire, ce qu'on appelle la planétologie comparée.
Et puis finalement, l'objectif que j'appelle H, avec un grand H, c'est préparer l'arrivée de l'homme sur Mars. Et vous voyez que vous allez voir que ça sera peut-être une réalité. Alors on a la chance, les planétologues, on s'est distingué de nos pères qui étaient astronomes avec la chance de pouvoir faire de l'exploration in situ avec les sondes spatiales. On a célébré l'année dernière les 60 ans de Sputnik. Nous allons célébrer au mois de juillet, je ne sais pas si l'Académie fera quelque chose, mais c'est tellement important, c'est-à-dire célébrer les 50 ans de l'arrivée de l'homme sur la Lune. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, avec plein de questions. Est-ce qu'on est capable de le refaire? C'est la première des questions. Bon, on débattre longtemps. Et puis, ces sondes, alors évidemment, ces sondes ne sont pas pour nous, je parle sous le contrôle de plein d'experts ici. Ceci dit, je pourrais faire un exercice en demandant combien de satellites on a tirés depuis Baïkonour, depuis Baïkonour, depuis Sputnik. En 60 ans, on a tiré combien de satellites? Pas simple, hein? On en a tiré, alors j'ai une statistique de l'année dernière, 8500. Alors on apprend ça à nos étudiants, il y a 8500 satellites, qui les a tirés? Alors ils répondent tous, ouais, les Américains, machin. On dit non, c'est raté, c'est les Russes. De loin, pour pratiquement la moitié d'entre eux, 44% d'entre eux, avec un profil assez étonnant qui reflète la politique du monde. C'est-à-dire, ici en rouge, ce sont les militaires russes. Voilà. Ici en orange, les civils russes, donc 44% c'est les Russes soviétiques, 24% un quart les Américains, 13% ça c'est sur l'ensemble des autres nations, et puis les non-gouvernementaux qui, alors il ne faut pas se tromper, non-gouvernementaux c'est une définition un peu, ça peut être des consortiums, Intelsat, Meteosat, etc., surtout qu'on va exploser dans les dernières années, donc c'est un montage un peu différent. Donc 8500 satellites, c'est beaucoup, ça fait 143 par an sur la période. À l'époque, les deux pays à eux deux, même si la France, l'Allemagne, la France démarre très tôt, n'empêche que ça reste les Américains et jusqu'aux années 90 globalement, qui couvrent l'ensemble et ils tirent à peu près 150 satellites par an. C'est d'ailleurs la moyenne depuis 60 ans, 143 satellites par an. Même si ces 5 dernières années, on est passé à 200. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que voilà, l'espace, c'est notre accès à la planétologie in situ. Malheureusement, c'est pas tout pour nous, très peu. Et donc la question, il y en a combien qui sont allés vers les planètes? Je vous rappelle que la condition pour aller dans l'espace, c'est 8 km par seconde. C'est votre vitesse pour pas que ça tombe sur Terre. Si vous poussez, et s'il vous plaît, faites-le, pour ceux qui ont encore des actions dans les lanceurs, si vous pouvez pousser à 11,2 km par seconde, on est preneur, parce que là, vous quittez l'orbite de la Terre et vous allez dans le système solaire et il y a 227 sondes qui ont dépassé en 60 ans, bon ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 40%, 2%, mais on va dépasser comme ça les 11 km par seconde et on a exploré en priorité sur les 220 et quelques, 103, je les ai comptés, sont vers la Lune, hein, avec pas mal d'échecs, hein. J'ai mis les échecs dedans. Les succès, on faudrait diminuer beaucoup. Et vous allez voir qu'on en a eu jusqu'à 43 pour Mars. Demain, je mettrai 44. Un lundi, on verra qu'on va changer. 43 missions robotiques martiennes. Donc ça vient juste après la Lune. 37 pour Vénus. Après, il y a les petits corps, les planètes géantes. Voilà, l'exploration du système solaire. Et quand on commence à regarder toutes ces sondes, qu'elles soient martiennes, qu'elles soient lunaires, on s'aperçoit que ce n'est pas toutes les mêmes. Vous avez l'espace s'apprend, s'apprivoise, pratiquement. On a typiquement, bon déjà sur les 43 on a 21 échecs. Alors ça étonne toujours. C'est important, l'échec ça fait partie de notre métier, je crois que tout le monde peut être au courant, c'est pas facile. À l'époque c'était beaucoup des fusées, on perd aussi des charges utiles, on perd des satellites, voilà ça fait partie. Si c'était facile, je pense que ça serait pas drôle. Mais voilà. On en perd. Après, quand je dirais si c'est un succès, vous commencez par un survol, ça c'est l'époque des pionniers, et puis après un grand coup de frein, si vous êtes un peu plus fort, vous pouvez vous mettre en orbite, c'est l'époque des orbiteurs, et puis là il faut vraiment freiner fort et développer tout un tas de technologies, surtout sur Mars, une planète qui est délicate, il y a peu d'atmosphère. Vénus, c'est facile de se poser sur Vénus, il n'y a rien à faire, il suffit de tomber. Alors que même la Lune c'est un peu facile parce qu'il n'y a que à gérer les rétrofusées. C'est pas super simple mais il faut le faire. Mars c'est tout. Il faut un bouclier, vous allez voir, il faut un parachute, il faut des rétrofusées. C'est compliqué de se poser sur Mars. Les soviétiques ont pratiquement toujours échoué.
Les Américains ont beaucoup échoué, beaucoup réussi. Les Européens ont échoué 2 fois. Donc c'est pas simple, mais le top du top, c'est de faire un lander. Vous êtes à la surface, alors c'est pas le top parce qu'un orbiteur, vous voyez toute la planète, si vous passez par les pôles, mais un lander, vous avez la chance de faire bien quelque chose à un endroit. Vous vous souvenez d'un lander de type Viking 1 et 2 par exemple, ou bien Phoenix. Et puis, si c'est encore mieux, vous posez et vous roulez, c'est le fameux rover. En français, on dit un astromobile, mais on va garder le mot américain. Rover, et on en a que 4 qui s'appellent Pathfinder, Spirit, Opportunity et Curiosity. Et puis, le top du top, il y a encore mieux quand même, il y a mieux que tout ça, c'est le retour d'échantillons, et je suis obligé de mettre 0 dans la case retour d'échantillons. C'est le Graal, vous le savez, de tous les scientifiques. On rêve tous d'un morceau dans notre labo. Et un morceau qu'on a choisi, pas un morceau qui arrive par hasard, par exemple, on pourrait penser aux météorites martiennes. Non, un morceau qu'on veut choisir, et je pense que, honnêtement, si on s'y prend bien, d'ici 10 ans, je me reste responsable d'agence avec qui on va travailler, les responsables de toutes les agences, ceux qui l'ont été aussi, on savait, alors tous les 10 ans, on dit dans 10 ans, mais j'espère qu'avant 2030, on arrivera à ramener un échantillon de Mars. Je ne veux pas dire que c'est mieux un rover qu'un lander, qu'un orbiteur, chacun a sa science, mais en degré de difficulté pour la mise en place, eh bien je pense que c'est à peu près cette échelle. Alors aujourd'hui, je vous parle, nous vivons un temps absolument merveilleux, puisque nous avons 6 véhicules en orbite autour de Mars, 3 sont américains, que vous voyez ici, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter et Maven, 2 sont européens, vous avez Mars Express et TGO, et puis un est indien. Les Indiens ont une mission martienne qui s'appelle Mangalyaan, et donc 6 orbiteurs qui prennent des données, qui les retransmettent. Les plus vieux commencent à avoir des instruments un peu pas bien, les plus jeunes, ils sont en pleine forme, c'est un cycle. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a des durées de vie, et c'est un peu le propre de nos sciences, je dirais, nous c'est de la mort subite, c'est-à-dire une fusée qui explose, on ne se pose pas bien. Mais en général, quand on est en place, on a tendance à rester pendant longtemps, très longtemps. Et d'ailleurs, on a des grands chefs qui aimeraient bien les arrêter, parce que ça finit par coûter cher, tous ces trucs-là. Mais bon. Alors, à la surface, on en a 2. Il y en a un qui est en fonctionnement depuis 2004, il s'appelle Opportunity. Pour être très honnête, on n'a pas de nouvelles de lui depuis juin. Et donc, il a fonctionné, il avait fonctionné 90 jours, il a quand même fonctionné pendant 14 ans. Donc là, pour tous les ingénieurs, il y a un problème de dimensionnement des marges, on en parlera. Mais on fait des pièces uniques, alors on marge sur marge, et au bout d'un moment, ça dure un peu trop longtemps. Mais le scientifique que je suis est ravi. En Opportunity, vous allez voir qu'il y a une tempête de sable, il est sur panneau solaire, et il nous a pu rappeler après la tempête de sable, c'est pas bon, mais officiellement, il est vivant jusqu'à ce qu'on déclare mort. On verra bien cet hiver, la décision sera prise. Fonctionne encore Curiosity, je vais y revenir, c'est la bête de somme en ce moment qui fait la majorité du travail à la surface, et puis tous ces merveilleux orbiteurs. Classés au moment du lancement, ici vous avez 2018, où on a eu la chance au printemps de lancer InSight, et je vais vous en parler, puisqu'il arrive dans 2 jours, et donc on suit ça de près. 2020 sera une époque formidable encore, puisqu'on lancera en même temps. Les Américains refont un double de Curiosity qui s'appelle Mars 2020. Les Européens font un ExoMars, donc leur premier rover martien. Les Chinois, alors les Chinois sont étonnants. On leur rend visite, on travaille avec eux, parce qu'ils ont dit non, votre histoire, il faut apprendre, on n'y croit pas. Et donc la même mission, ils vont faire un orbiteur, un lander et un rover. Tout ça pour la première fois sur Mars. On attend. Honnêtement, ça nous faisait sourire, mais comme ils ont fait ça sur la Lune et ça a super bien marché, on ne sourit plus. On dit, il va falloir travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une mission. C'est pas elle qui sera la plus bluffante en science, mais elle est étonnante, elle s'appelle HOP. Alors HOP, vous voyez tiré aussi en 2018. Pourquoi je la mentionne? C'est parce que c'est une mission des Émirats Arabes Unis. Alors ceux-là, on les a jamais vus dans le paysage. Et ils nous ont dit, mais non, vous inquiétez pas, nous on doit célébrer les 50 ans de la naissance de notre pays avec une sonde sur Mars. Donc voilà, l'argument scientifique n'est pas top, mais ça donne une impulsion politique. Et vous avez compris que tous ces programmes ont besoin de politique. Les Chinois leur dit, mais vous ne voulez pas attendre 2-3 ans là pour être prêts? Ils m'ont dit, non, on se pose en 2021. Non, vous êtes sûr? Oui, 2021, c'est les 100 ans du Parti communiste, on pose. Moi, je trouve qu'il y a des temps en temps, il y a des ressorts qui ne sont pas forcément ceux de la science, mais pourquoi pas. Parce que vous avez compris, évidemment, que ce programme martien, c'est un programme
alors là, je suis dans le terrain conquis, c'est un programme qui coûte cher, c'est un programme qui a besoin de décisions politiques. L'unité de compte est plus près du milliard sur chacune de ces sondes, jusqu'à 2,5 milliards pour Curiosity. Donc c'est des grands programmes avec des décisions politiques, et alors on se fait rattraper par la politique. Je ne vous dis pas ce que sera l'avenir après 2020, même si les Japonais annoncent un retour d'échantillons. Enfin, ils sont très malins. Ils ont dit on ne va pas le faire à la surface, c'est quand même compliqué, on va le faire de Phobos, une des lunes, et le CNES est impliqué là-dedans. Mais le retour d'échantillons de la surface, il viendra, probablement en collaboration, on verra avec qui et comment. Alors, de toutes ces sondes, bien, on va reprendre nos objectifs. L'eau sous toutes ses formes, c'est les orbiteurs Mars Express, Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey, et puis aussi Opportunity. Là, c'est tous ceux qui ont dit, oui, il y avait l'eau dans le passé, on a étudié dans les conditions, etc. Voilà, tout ça prend un sens. Ceux qui viennent après, du genre Maven, les Indiens, ou même le Curiosity ici, ou le TGO qui est en ce moment, là on commence à dire, bon, alors l'eau c'était comment? Est-ce qu'il y avait l'habitabilité? Est-ce que l'eau était liquide? Est-ce qu'elle était salée ou pas salée? Est-ce qu'elle était est-ce que c'était plutôt basique ou acide? Est-ce qu'il y avait éventuellement des éléments à base de carbone, un peu de chimie organique qui démarre? Donc c'est ce qu'on appelle l'habitabilité. Ça c'est la deuxième thématique. Alors donc voilà les 8, les 6 orbiteurs et les 2 à la surface. On continue évidemment ce programme. Ce que je voulais vous dire, c'est pas pour se flageller, mais vous rappeler que c'est pas facile. Les Européens ont eu Beagle qui n'a pas marché, ils ont eu récemment Schiaparelli en octobre 2016. On essaie de se poser au moment de l'ouverture du parachute, la sonde se met en balancier, et puis finalement l'ordinateur ne prend pas forcément la bonne décision, s'il comprend qu'il s'est posé, d'ailleurs il comprend même qu'il est sous la surface, et donc il va couper les rétrofusées, il va tout couper. La séquence se passe très bien, les instruments démarrent d'ailleurs. J'ai un ami qui a fait un instrument qui a 8 bits, mais parce que c'est le temps qu'il fallait pour arriver de 3 km vers la surface, où évidemment la sonde s'est écrasée. On voit ici, elle s'est écrasée à cet endroit. Ici, c'est pas un succès, c'est clair, c'est un échec duquel on a appris, puisqu'on avait extraordinairement équipé la sonde de descente pour faire la remontée d'informations, pour être sûr qu'à la prochaine fois, on se rendra. Voilà, donc c'est pas facile de se poser, on a appris à nos dépens et espérons que ça se passe bien. Espérons aussi que ça se passe bien lundi. Je me permets au nom de la Cité de l'Espace de vous inviter les Toulousains à venir à la Cité de l'Espace lundi soir pour vivre en direct l'arrivée de cet étonnant InSight, très très beau lander qui a une particularité, c'est d'emporter 2 instruments, des instruments européens. Là c'est une vision de la NASA qui dit moi je fais la sonde, qui veut monter à bord? Ils vont prendre les meilleurs, ils vont prendre des gens plusieurs pays d'Europe, en France pour diriger le sismomètre, en Allemagne pour une sonde interne. Donc des très beaux instruments particuliers avec une science qui est la structure interne de Mars. Et pour ça, eh bien, on va s'attaquer à l'habitabilité, parce que la structure interne va nous renseigner sur le champ magnétique. Champ magnétique dit protection de l'atmosphère, et donc on retourne sur l'habitabilité. Et puis planétologie comparative, comment se place cette petite planète de taille moyenne par rapport aux 2 grosses planètes que sont la Terre et Vénus, qui ont à peu près la même taille, ou aux planètes géantes, ou des plus petites comme la Lune. En structure interne, vous savez qu'on n'a jamais posé de sismo ailleurs que sur la Lune. Et sur Mars, ça avait été fait, mais avec très très peu de succès, parce qu'il était resté sur le véhicule lui-même, sur Viking. Donc, on attend ça, on croise les doigts. Voici les derniers instants. J'ai pris ça à 14h47, c'était il y a 3 heures à peu près, et 3 heures, et 2 heures, et à l'époque, il y a 2 heures, on était à 3 jours, 6 heures, 13 minutes, 23 secondes d'arrivée, donc on n'a jamais été aussi près. Le chemin est fait, il n'y a plus qu'à les 7 dernières minutes. Pour aller plus simple, pour être honnête. Le JPL a une grande maîtrise. On est sur un site où on va se poser. Alors voici la trajectoire, évidemment, on est parti de la Terre vers l'extérieur pour arriver sur Mars. Et derrière, il y a encore une correction de trajectoire qui va être faite dans quelques heures. L'hélice d'atterrissage est 130 km par 27, c'est grand. Je peux vous dire qu'ils font mieux que ça, mais pas avec cette technologie. Et le site qui a été choisi, on va y revenir après, c'est un site, quand on est la description, alors il est ancien, on a visé du 3,5, 3,4 milliards d'années, mais surtout, quand on en parle, on dit que la surface est plate avec peu de roches. Honnêtement,
pour poser un sismomètre, on veut être sûr de notre coup. Là, il ne faut pas aller dans un endroit tordu, c'est pas le but. Donc là, ils ont choisi le boulodrome qu'ils pouvaient trouver. Il fallait que ça ait un sens. Il y a quelques caractéristiques scientifiques, mais pas tant que ça. Là, c'est la techno qui parle. Et on va poser évidemment ce très très beau sismomètre. Ici, il y en a pas mal dans la salle qui ont bossé dessus pendant des années. Une réalisation entre les Français, les Allemands, les Anglais, les Suisses, avec les Américains, puis j'ai peur d'en oublier d'autres. Voilà, on va regarder les tremblements de Mars. On a fait les tremblements de terre, ça on les connaît bien. Les tremblements de Lune, c'est fait. Maintenant, les tremblements de Mars. Probablement des magnitudes autour de 4, hein, ça ne va pas dépasser les 4, donc c'est très faible. Cet instrument est capable de voir des déplacements de l'ordre de l'Angstrom. C'est bluffant, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, je sais qu'ils ont sué 100 et haut pour que ça marche, et donc ça sera posé. Ça va être compliqué, hein. Donc lundi on se pose, ne croyez pas qu'en poser le sismo ça va partir, il va falloir 2-3 mois pour trouver le bon endroit pour le poser, enfin le bon endroit depuis le bras. Et puis le poser, lui mettre sur la tête un petit couvre-chef pour pas qu'il attrape trop de vent. Et puis voilà, il va écouter pendant des années battre ce qu'il reste du cœur de Mars, ça va être intéressant. Donc ça se passe bientôt. Je vous dis très rapidement les suivants, parce qu'ils sont en construction, que ce soit les 3 rovers, celui de la NASA, celui de l'ESA ou bien celui des Chinois. Les Chinois ont fait donc ce lander plus ce rover. Ils ont un petit instrument qui ressemble terriblement au nôtre, une sorte de clone de ce qu'on a fait sur Curiosity, mais nous ont demandé de les aider, donc la collaboration marche. Les développements, pour vous dire que pour ExoMars, eh bien voici ExoMars, je peux prendre en photo, ici un espace, c'était le modèle structurel. C'est un rover un peu plus gros qu'Opportunity, il est plutôt 300 kg, on est plus petit que Curiosity qui est plutôt à 900 kg, voire une tonne. Posé sur une plateforme qui va descendre avec 2 systèmes de rampe. La plateforme d'atterrissage est fournie par les Russes. Les Anglais construisent le rover. Après, un mélange. Au départ, ce n'était pas un programme scientifique, hein, c'était un programme technologique. Et puis nous, les scientifiques, on avait placé un truc super, on a dit bon, on grimpe dessus. Et alors, on a mis plein d'instruments scientifiques, ce qui est plutôt une bonne chose. On a un peu pourri le... on a un peu pourri le programme. Excusez-moi, on a un peu pourri le programme et la dynamique, et c'est devenu un programme très très compliqué. Et c'est peu dire que c'est compliqué. Quand c'était purement technologique, on avait dit qu'on décollerait en 2009. Maintenant, c'est devenu plus compliqué. On décolle si tout va bien. Je ne mettrai pas encore ma main coupée. On décollera en 2020. Très récemment ont eu lieu des tests de parachute. Voici un exemple qui a été fait à Kiruna. Le parachute fait 35 mètres de diamètre. Hein, pour le parachute subsonique, le parachute supersonique il fait 15 mètres. Donc 2 parachutes, une descente d'à peu près 10 minutes, et les 30 dernières secondes sont sur rétrofusée. Mais vous savez que sur Mars, ce qui fait très peur, c'est toujours les parachutes, déployer des parachutes. Donc voilà, on va vivre ça. Quand on va décoller, on va vivre ça. Côté américain, eh bien, je vous montre simplement une photo de l'étage de descente, enfin le Skytrain, qui est en développement. Là, c'est du build to print, comme ils disent, ils ont refait ce qu'ils avaient fait sur Curiosity. Le rover, ils avaient dit que c'était build to print, puis après, de toute façon, jamais un ingénieur a fait la même chose. 10 ans après, il dit non, je vais tout changer. Donc tout est changé. Mais voilà, il y a des trucs intéressants, par exemple, il y a un radar de descente qui va permettre de guider dans les derniers instants. Et là, vous allez voir qu'évidemment, la précision va être impressionnante. Et puis, il y a un peu de nouveauté. C'est bon pour la science, c'est bon pour la techno, mais c'est bon pour les relations publiques. Il y a un drone. Vous avez l'impression qu'il est gros, mais en fait, il fait 10 cm par 10 cm. Les pales font 1,50 m. Honnêtement, ça vole super mal à Mars. Pour ceux qui se souviennent des nombres de Courant et des nombres de Reynolds, c'est un cauchemar. En fait, ça ne porte pas. Donc, ils vont tenter le coup. Il va se lever à une centaine de mètres. Il va aller vers l'avant pour repérer, prendre des photos. Globalement, il y a une caméra à bord en GoPro. Après, il revient. Il a du mal à revenir parce que le une courbure, il ne revient pas. Il ne revient pas près du rover parce qu'on ne voudrait pas qu'il frappe le rover. Donc, il se pose. Il a un petit panneau solaire sur la tête. Il se recharge et il doit faire 5 vols. Voilà, ça c'est le côté... Mais je pense qu'il faut, pour que l'émission plaise, il faut un mélange de beaucoup de choses. Et là, quand il y a un drone, le JPL le fait et ça va être super. Ce qui est intéressant, c'est que là, depuis 2 semaines, on a choisi les sites d'atterrissage pour l'européen comme pour l'américain. Alors voici une carte de Mars qu'on a vue tout à l'heure. On s'est déjà posé les victimes, mais c'est là, Opportunity, Pascal
Pathfinder et Opportunity, Phoenix ici, Insight, donc Insight va se poser pas très loin d'Elysium. Il n'est pas très loin de Curiosity, alors les gens me demandent s'ils vont se rencontrer, Insight ne bougera pas, et Curiosity, il a eu 6 ans pour faire 20 km, donc le millier de kilomètres qu'il pourrait faire, il n'a pas le courage. Donc on va rester chez nous dans notre cratère, et puis Insight sera là. Viking était là, donc dans ces cas-là, eh bien, on rassemble tous les scientifiques dans une salle, on leur dit où est-ce que vous voulez vous poser. C'est assez intéressant comme fonctionnement, c'est-à-dire on sort les couteaux à quelque chose près. Parce que quand un scientifique qui défend son idée, c'est pas avec douceur, rarement. Et donc on a dit, chacun se dégaine ses étudiants. Donc chacun dit, moi j'ai trois étudiants. Donc voilà, les premières réunions, il y a 90 sites possibles. Donc il y a 90 étudiants en général. Et puis à la fin, à chaque fois qu'un site disparaît, parce qu'on vote, les étudiants ils s'effondrent un peu, mais alors on lui dit mais non, c'est pas grave, tu vas continuer quand même. À la fin, on finit par décider, et on a décidé très récemment, côté ExoMars, il y avait vraiment 2 très bons candidats qui sont très très semblables, un qui s'appelle Mars Valis et l'autre qui s'appelle Oxia Planum, et puis avec une ellipse qui est de 100 km par 19. C'est la première fois que l'Europe se pose, on va peut-être pas essayer de faire trop précis. Donc trouver une ellipse dans laquelle la science est bonne de cette taille-là, il n'y a pas tant de choix que ça. Ça a été très très bien défendu, le site qui a été retenu par en particulier le travail d'une chercheuse à Lyon, Cathy Quentin, est Oxia Planum, avec une histoire évidemment d'altération du passé, avec des argiles, potentiellement un endroit où il y a des sédiments, et si jamais la chimie organique évoluait, qui a piégé cette chimie organique. Et donc un site qui a aussi l'avantage d'être un peu profond et donc de donner encore un peu plus de chance aux parachutes et à l'importance des parachutes. Côté Mars 2020, là c'est un peu différent parce qu'on va avoir une ellipse qui est autour de 10 km. Ils annoncent même qu'avec TRN ils vont viser le kilomètre. Évidemment, ils ont une expérience beaucoup plus grande. Et donc quand vous avez une ellipse petite, vous pouvez vous placer dans un endroit un peu tordu ou à côté, et puis penser que le rover il va sortir de l'ellipse pour aller dans un endroit où on n'aurait pas pu se poser. C'est ça l'avantage des petites ellipses. Et donc là, il y a eu encore plus de batailles pour ce site. On a choisi un cratère qui s'appelle G0, un cratère ancien dans lequel on a des écoulements. On voit ici une sorte des rivières qui ont coulé. Ça a pu être un lac qui s'est rempli. Ici, on voit des sédiments qui sont posés, on voit des traces d'argile, pas mal de choses. Voilà, les sites sont choisis. C'est toujours un grand combat scientifique. Et c'est toujours un combat, je trouve, intellectuellement très intéressant. Alors voici, ça c'est l'avenir tel qu'il est posé. En ce moment, je dois quand même vous parler de Curiosity. On vous a mis devant un très beau selfie, et ici voici un autre des selfies de Curiosity. Hein, c'est un peu à la mode, et les enfants adorent, parce qu'à chaque fois que je leur dis ça, des selfies, ils sont... Effectivement, regardez, vous ne verrez pas le bras. L'image est prise comme ça, et il va prendre 50 photos comme ça, on les recolle, donc il n'y a pas de bras, ne cherchez pas. Il est là-bas depuis 6 ans. On a un attachement particulier parce qu'on le pilote en particulier depuis Toulouse, et on pilote l'instrument, alors là c'est une animation redoutable, vous voyez, d'un laser à la surface qu'une personne ici a bien voulu engager il y a à peu près 15 ans en disant au CNES, l'idée est un peu farfelue mais ça se joue. Et donc tous les directeurs que j'ai pu voir ici qui sont succédés à l'Observatoire ou au CNES nous ont lancé dans cette affaire, cette aventure d'un laser de puissance qui permet à distance de créer des plasmas, donc chauffer à 8000 degrés la matière, et puis vous regardez l'émission du plasma et vous en déduisez un spectre de composition du fer, du magnésium, du silicium, du calcium, etc., du sodium, des éléments qu'on appelle majeurs, des éléments traces, le barium par exemple, le strontium, le lithium, et donc tous ces éléments qui vont vous dire comment une roche naît et puis comment elle évolue. Je vous donne un seul exemple parce qu'on a plein de résultats. Un exemple particulier, par exemple celui ici d'une roche sur laquelle on a tiré, c'était assez tôt dans la mission. Alors on prend une photo. Au début, d'ailleurs, on a notre laser, on est très content. Vous savez qu'on a une spécialité en France des lasers depuis historique. Et quand nous on est allé avec la R&D du CNES voir les fabricants, en particulier Thales, on leur dit vous avez un laser qui nous convient parfait, il est super votre laser. Simplement là, il fait 20 kg, faites-le nous pour moins d'1 kilo. Il faut un peu se battre, il faut être convaincre. Si sur du 220, non, nous c'est du 28 volts, et puis il est refroidi à l'eau, alors l'eau on n'aime pas. Donc après on s'est battu pendant des années, on a fait un laser de 550 grammes qui fonctionne, on a célébré les 100 premiers tirs, j'étais tout fou, les 1000 premiers tirs, j'ai fait une fête. 100 000, maintenant on est à 600 000, donc ils tirent à peu près 300 fois par jour. On est devenus des maniaques, à chaque fois qu'on voit une caillou, on tire.
Et quand vous regardez celui-là, par exemple ici, vous tirez sur la roche, et puis la roche vous dit, bah, tiens, c'est une composition fer, calcium, machin, plutôt basaltique, ou bon, plutôt du fer, par exemple, du titane. Et puis à un moment, vous voyez une veine blanche. La veine blanche, elle fait 1 millimètre. Alors la veine blanche, elle, c'est pas grand-chose. Hein. On est sur Mars, vous visez une veine blanche avec on est à 2 mètres, entre 2 et 5 mètres de distance depuis la tête du rover. Hein, c'est la boîte blanche qui est tout en haut. Et puis on va tirer sur cette veine. Au moment où on tire sur la veine, on va exploser le calcium, le soufre, l'hydrogène. C'est un sulfate de calcium. Là, ça va vous barber un peu les sulfates de calcium. Je vous donne un équivalent sur Terre à droite. Ça s'appelle du gypse. Ah, là, ça vous dit déjà quelque chose. Et puis, à ce moment-là, bah, vous étudiez les données. Donc, nous, on est toujours pareil. Je vous rappelle, tous ceux qui prennent des décisions, qu'on a besoin d'étudiants. J'en ai quelques-uns, j'ai merci d'être ici. On dit, ben voilà, un étudiant, celui-là, il s'appelle William. Il dit, tu vas regarder ce truc-là, tu nous dis ce que c'est que cette trace blanche. Alors, il fait une thèse, il met 3 ans. Je vous le fais raccourcir, c'est normal, c'est une thèse. Il dit à la fin de 3 ans, il dit sulfate de calcium. C'est la variété, c'est une des variétés hydratées, ou d'ailleurs très peu hydratées, de sulfate de calcium. Je me dis, ben oui, mais alors ça veut dire quoi? Il dit, ben ça veut dire qu'on a découvert du plâtre de Paris sur Mars. Ouais, il a fait une thèse, ça sert à quelque chose. T'es sûr que ta thèse, c'est que j'ai découvert du plâtre de Paris? Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oui, mais pour faire du plâtre de Paris, ça veut dire que de l'eau, un jour, a percolé sur Mars, c'était de l'eau douce à 50 degrés, à peu près. Ah, ça devient important. C'est pas l'important, c'est pas la chimie. C'est pas que je vois telle chimie, on a eu un jour, on a vu du manganèse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être de l'oxygène dans l'atmosphère. C'est ce que ça veut dire sur l'histoire de Mars, et c'est ça qui est intéressant. Et bien, incidemment, c'était une excellente thèse dont on est très fiers. On a aussi, il n'y a pas que le laser, ça serait mentir qui est notre laser. Alors, ce laser, il est piloté 1 semaine sur 2, à partir de 5 heures du soir, c'était la semaine dernière, c'était en début de semaine. Là, c'est relâche. Merci pour l'invitation au moment de Thanksgiving. Pendant Thanksgiving, le Curiosity fait la pause aussi, et ça me permet d'être là. Sinon, ce soir, on est sur commande. Bon, exactement, enfin. Bon, depuis exactement 1 minute, on commence à 5h15. 1 semaine sur 2, ici à Toulouse, au CNES, et pendant jusqu'à 2h du matin, on va programmer notre tête laser pendant que les autres programment les roues, pendant que les autres programment le vent, pendant que les autres programment la vision, etc. Il faut pratiquement 100 de personnes tous les jours pour programmer un rover aussi compliqué. Hein. C'est la machine la plus compliquée jamais faite par la NASA, dit la NASA. Et donc c'est assez lourd, mais c'est absolument passionnant. On fait aussi des très belles choses autres que le laser, puisque là on pose le bras. Et avec le bras, on va faire un forage. Et donc, on a fait à ce jour 18 forages, donc jusqu'à peu près 7 cm de profondeur. Des forages, vous voyez, qui sont quelques centimètres, jusqu'à 7 cm de profondeur. Et à chaque fois, on prend la matière et on va la mettre dans notre dos pour en faire de la chimie. On a des fours, on a de la spectroscopie X pour analyser tout ça dans le détail. Je vais revenir après sur quelques-uns de ces résultats. Alors, ce Curiosity, pour terminer cette parenthèse de ce qui se passe actuellement à la surface, il a parcouru 20 km, c'est-à-dire qu'il est sorti de son ellipse, et c'est ça qui est génial. Même dans l'ellipse, il y avait des dunes. Heureusement, ils n'ont pas touché les dunes, pas très loin. Au bout il nous a fallu à peu près 1 an martien, 2 ans terrestres pour sortir de l'ellipse. Ça fait 6 ans, et puis on a longé les dunes, on est un peu d'ailleurs rentré dans les dunes. On a traversé ici ce qu'on appelle murets buttes, et puis après on est monté, on est ici sur des traces, on a vu d'hématite depuis l'orbite, on va vers les argiles, où on va arriver cet hiver, alors on y sera dans les argiles, on les attaque. On a fait 20 km, évidemment, comme toute personne qui roule, bien, il y a des incidents. En 6 ans, on a eu des problèmes d'ordinateur réparés. Notre instrument, quelqu'un a eu des problèmes qu'on a réparés comme on peut. Les roues, vous ne réparez pas, on a crevé. Et crevé assez méchamment. Les roues, ça c'est un problème de dimensionnement. Il y a un problème de dimensionnement. Donc on roule sur que des roues crevées, mais elles sont en métal, alors elles tiennent tant qu'elles peuvent. On était très inquiets de voir le moment où le premier rayon, on appelle les rayons, allait casser. Il a cassé il n'y a pas très longtemps, ça veut dire qu'il nous reste à peu près 6 à 10 km sous pied. Et donc c'est un dimensionnement qu'on a fait, c'est bon. Pour la science qu'on peut faire, c'est bon. C'est pas les roues qui nous plomberont, mais on y fait très attention. Il continue, alors là on peut exagérer la verticale, mais on était dans le fond du cratère, et là on attaque la montée du cratère. Ça c'était le fond, on a passé les dunes, on est rentré à mur et but, voilà. On attaque, on remonte. Pas le cratère lui-même, au centre du cratère il y a une montagne avec des traces qu'on a vues sédimentaires, c'est ça qu'on fait. N'oubliez pas que ce qui paye à la fin, c'est la science,
Et donc on publie, et je veux toujours rappeler que voilà, ce qu'on compte à la fin, c'est des publications. Ici sont celles de CanCam dans quelques-uns des journaux assez prestigieux. On continue à faire une publication par mois pour notre équipe franco-américaine. Et ça, voilà, ça avance, mais c'est ce qui est important. Le but, c'est de faire de la science. On n'y va pas que pour faire de la techno, même si la techno nous plaît beaucoup. En chemin, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, on a quand même une belle tempête de sable. Voici ici des images avec la même caméra où vous voyez le bord du cratère et puis la rive là va disparaître. Et tout simplement parce qu'on a une grosse tempête de sable. Et cette tempête de sable, j'ai bien peur, a eu raison de Opportunity et de ses panneaux solaires. Nous, on est sur une batterie au plutonium, on est sur un RTG au plutonium, donc on ne sait pas, la poussière ne nous fait même pas peur. Même si les temps de pause, on mettait des temps de pause de notre caméra à 17 millisecondes, on est plutôt à 100 millisecondes, donc on voit bien que ça s'est obscurci. Alors, toutes ces sondes donnent des résultats. On a dit qu'on ne faisait pas trop de science pour pas... Mais je me dois de vous en citer quelques-uns. J'étais obligé de faire un choix. Le premier d'entre eux, ce sont les missions orbitales qui nous ont montré le chemin, comme Mars Odyssey, comme Mars Express, comme MRO, qui ont fait d'abord une carte de l'hydrogène à la surface de Mars, et puis une carte ce qu'on appelle des phyllosilicates, des argiles. Donc c'est la première découverte de l'hydratation passée Mars. C'est toute cette histoire d'eau. Une autre grande découverte qui vient des orbiteurs et même du sol, on a pu le faire au sol, c'est celle du méthane sur Mars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du méthane dans l'atmosphère de Mars. Vous savez qu'il y en a sur Terre. Sur Terre, on n'a que 2 sources. On a soit les bactéries, le vivant, c'est les vaches et compagnie, c'est-à-dire tout ce qui va fermenter, en quelque sorte, la méthanogénèse, soit sont des processus que vous allez trouver d'olivine et d'eau chaude qui vont, serpentinisation, qui vont produire du CH4. Malheureusement, sur Mars, on n'a pas cette eau chaude et cette olivine. On a de l'olivine, mais pas d'eau chaude qui passe dessus. Les bactéries, on aimerait bien, mais c'est un peu trop gros comme résultat, donc on essaie de trouver, finalement, tant que ça ne nous frappe pas au coin du visage, on a un peu de mal à le dire. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On a du méthane, bien peu sur Mars, très très peu, ça se compte en ppb. On le voit arriver par bouffée, on ne sait pas bien d'où il vient. Donc c'est une très belle découverte, mais beaucoup plus de questions que de réponses dans cette découverte du méthane. Il faudra creuser cette histoire. Une autre là qui est plutôt due à CanCam, c'est la classification des roches qu'on a vues, des roches en particulier qu'on appelle des roches ignées, de type volcanique, où là on a regardé le silicium versus les alcalins, le sodium et potassium, et ça suit une droite de mélange que l'on connaît assez bien, qui est la droite des croûtes continentales. Et donc on est en train de se dire si finalement toute cette dichotomie martienne, c'était pas une sorte de supercontinent, une sorte de Pangée, Gondwana, comme vous voulez, ce qui serait le sud de Mars par exemple. Donc plein de questions aussi sur la genèse de cette surface. Un autre résultat, j'en ai assez peu, celui-là je l'aime beaucoup parce que c'est fait par SAM. SAM, c'est un instrument américain avec une grosse contribution française, avec en particulier sur ce sondage ici comme Vermont, la découverte de la première molécule organique martienne, qui est un chlorobenzène. Alors le chlore, il a une histoire. On a emprunté quelque chose qu'on n'aime pas sur Mars, il y a des perfluorates, voilà, c'est comme ça. Mais le méthane, le benzène, il vient bien de Mars. C'est d'ailleurs une étudiante, et je cite souvent ça, une étudiante qui a fait ça, une étudiante française qui est en postdoc, et comme quoi le système marche bien, parce que l'année d'après, avec une telle découverte, elle a été recrutée au CNRS. Quoi, normalement, c'est pour les étudiants qui sont là, allez-y, avec une découverte comme ça, vous rentrez. Là, elle est faite, il va falloir en trouver d'autres. Cet instrument SAM est vraiment le plus beau des instruments sur le rover. C'est un énorme instrument qui fait plus de 45 kg, qui va chauffer la matière à 250, 300, 800, jusqu'à 800 degrés. Regardez qui s'échappe. Et puis quand on met les résultats de SAM, avec les résultats de CanCam, avec les résultats de Kenny, tous ces instruments ensemble, et c'est ça qui est beau dans cette mission, tous les instruments ont montré que dans le passé, il y avait de l'eau liquide sur Mars. On était dans un fond de lac ici, avec des argiles, il y avait les fameux percolats, c'est l'eau qui a percolé, les sulfates de calcium dont je vous ai parlé. Le pH était neutre, parce qu'il y a des choses qu'on a vues et des choses qu'on n'a pas vues, ça nous remonte le pH. On n'a pas vu de sel, c'était probablement pas salé. Donc c'est probablement un lac d'eau qui est d'eau douce. Je n'ai pas dit potable, mais j'ai quand même d'eau douce. On a vu aussi, Caroline Précidet a montré qu'il y avait des molécules organiques. Dans des choses plus compliquées, on a vu des réserves d'énergie autour du soufre. Eh bien, si vous mettez tout ça ensemble, eh bien, vous allez dire que c'est une planète habitable.
Grâce à Curiosity, on a montré que Mars était dans le passé habitable. C'est un énorme résultat parce que, pensez au système solaire, moi dans le système solaire, j'ai qu'une planète habitable. Enfin, il y a 3 ans, j'en avais qu'une, c'était la Terre. Maintenant, j'en ai 2. Vous allez me dire 2 sur 8. Oui, mais 2 sur 8, c'est cette petite différence qui me permet de voir, regarder le système solaire, ou bien l'univers. L'univers et ses milliards d'exoplanètes. Donc je suis incapable de dire quoi que ce soit. Et maintenant que j'en ai 2 d'habitables dans le système solaire, je dis qu'il doit y avoir bien, pas une infinité, mais il y en a quelques milliards qui doivent être habitables. C'est ça l'importance de Mars. Un jour, si on trouve la vie sur Mars, je vous le dis tout de suite, ça serait une super découverte, on sera très content. Mais on regardera l'univers et on dira la vie est partout. Pour l'instant, je vous rappelle que la vie est sur Terre. Et on ne peut rien dire. On a peut-être cette impression, c'est un sentiment, c'est un acte de foi si vous voulez. C'est pas un acte scientifique. Avec la découverte de l'habitabilité de Mars, on peut vraiment dire qu'il y a probablement des milliards de planètes habitables dans l'univers. Alors cette habitabilité, il y a aussi des orbiteurs qui la travaillent, comme Maven, avec des instruments qu'on a construits par exemple à Toulouse ou ailleurs, où on regarde l'échappement atmosphérique, comment le vent solaire arrache cette atmosphère de Mars. Et donc ils ont montré qu'effectivement, si l'atmosphère est à nu dans le vent du Soleil, elle peut être arrachée. Et donc pour qu'elle ne soit pas arrachée, à l'inverse, à l'exemple de la Terre, ça serait mieux d'avoir un champ magnétique. D'où notre affaire InSight et la structure interne, le champ magnétique passé, c'est là que l'histoire se boucle. Pour terminer, je voulais simplement dire qu'il n'y a pas que les missions spatiales. Les missions spatiales alimentent ceux qui les réalisent, ceux qui réalisent les instruments, puis il y a toute la communauté, des gens qui prennent des données, qui ne sont pas dans les missions spatiales elles-mêmes, mais qui vont digérer ces résultats. Et souvent, je pense qu'on a trop de données. On n'a pas trop de données, mais il faut aussi prendre le temps de regarder les données qu'on a, parce qu'on est à la course de nouveaux instruments, de nouvelles données. Et particulièrement, j'aime bien cet article de Sylvain Boulet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui montrait que Mars, avec toutes les données qu'on a probablement vécu une époque où il y avait de la glace au pôle, et puis, à cause de son inclinaison, et puis il y a un basculement de la croûte de Mars. Alors, c'est pas de la tectonique, ça s'appelle de la tectonique à une seule plaque, il y a toute la planète qui bouge un peu, qui expliquerait les structures aujourd'hui. Et ça remet aussi cette histoire de chaos qu'avait mentionné Jacques Lascar sur l'axe de rotation de Mars. Donc, plein de choses intéressantes en ce moment. Si je devais en faire une synthèse que j'ai préparée pour vous en me disant, revenons à nos objectifs, finalement, qu'on avait posés. Le premier, c'était suivre l'eau. Oui, on est d'accord, il y a de l'eau liquide. Il y a eu beaucoup d'eau liquide. On n'est pas complètement quantitatif, on n'est toujours pas capable de dire il y en a combien. Mais bon, on y bosse. L'habitabilité, le deuxième thème. Oui, l'habitabilité, c'est clair. Mars a été habitable dans le passé. On ne sait pas pendant combien de temps, on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. Donc on ne sait pas combien de temps. N'arrêtez pas Curiosity parce qu'on a répondu à la question. On a besoin de Curiosity pour comprendre pendant combien de temps, remonter toute cette couche stratigraphique. On a besoin d'Insight parce qu'on a besoin de comprendre pourquoi ça s'est arrêté, cette histoire d'habitabilité. Et le troisième pôle, les traces de vie, pour être honnête, pour l'instant, on ne sait pas. On a fait des tentatives, regardez des tentatives dans le passé, il y avait la fameuse tentative des Vikings, et alors Vikings, on pensait que tout était simple, il suffisait de se poser pour trouver la vie. Finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ça. On a fait, parce qu'il y a des résultats positifs, des résultats négatifs, on n'a pas vraiment conclu. On commence à comprendre pourquoi on n'a pas conclu, grâce à une autre sonde qui s'appelle Phoenix, qui s'est posée près des pôles, et qui a découvert que le sol de Mars contenait des perchlorates, donc des agents extraordinairement oxydants qui ont peut-être perturbé les données de vie. On sait dans le même temps que les données, que ce soit depuis surveillance douce sur la Lune ou bien les données de la vie archéenne sur Terre, que la vie est beaucoup plus compliquée qu'elle pensait, qu'elle commence dans des conditions très difficiles, on va parler d'extrémophiles. Et donc le panorama de la recherche de la vie sur Mars est beaucoup plus compliqué qu'il y était à l'époque de Vikings. Et en même temps, on se dit que, quand même, à regarder la Terre, cette affaire de vie a mis beaucoup de temps pour se développer, beaucoup de temps pour se construire. Est-ce qu'on parle en dizaines de millions d'années, en centaines, et peut-être même milliards d'années. Et il n'est pas sûr que Mars ait eu ce temps. Par contre, ce qui semble de plus en plus poindre, c'est que si Mars s'est arrêté de vivre, comme je l'ai pu l'expliquer, s'il en reste des traces, ça va être très compliqué de les étudier in situ. On va tenter le coup, mais encore une fois, rien ne vaut le retour d'échantillons. Et donc la solution de notre problème, c'est l'in situ, probablement, au moins pour choisir les échantillons, mais surtout, il faudra les rapporter un jour. La première mission de retour d'échantillons, c'est Mars 2020 de la NASA. ExoMars, il fait l'in situ. Il va forer à 2 mètres,
il va faire des analyses, on verra bien ce qui sort. Alors si jamais il y a la vie aujourd'hui, on a des instruments qui sont capables de voir des choses, Curiosity n'en a pas. Mars 2020, lui, a une philosophie différente. Priorité à ce qu'on appelle le cache, l'échantillonnage. On met des échantillons dans une boîte, ici voici la boîte, et puis enfin des trucs comme ça maintenant, mais c'était un dessin. Donc le rover, il va se promener, il va ramener des échantillons avec ces instruments. On a la chance d'avoir un successeur, un SuperCam qui s'appelle SuperCam. Et bien avec cet instrument comme Pixel, comme Sherlock, il y a 4 gros instruments, comme il y a un radar, et puis il y a des choses comme ça, on va choisir les échantillons. On va les mettre dans des petits tubes et on les pose au bord du chemin. Et là on appelle le CNES que je vois ici, l'Agence spatiale DLR, ça peut être là, j'appelle la NASA, j'appelle tout le monde, je dis maintenant les échantillons, il faut aller les chercher. Et là, ils nous ont promis qu'ils iraient, mais ils ont été malins, les agences, ils nous ont dit écoutez, prouvez-nous, ça vaut le coup d'aller les chercher. Et donc ça va être la mission de Mars 2020, la mission est double, je mets les échantillons dans une boîte, et en même temps, je dois prouver à ceux qui développent les programmes que ça vaut le coup d'aller les chercher, et ça c'est un sacré défi aussi. Donc, retour d'échantillons, j'imagine, à 10 ans. Ouais, 10 ans, allez, 10 ans. 10 ans, on y est, presque. En même temps, il me reste une dernière planche pour sauver le chien de temps, pour dire que, évidemment, l'objectif H, l'objectif homme sur Mars, vous savez qu'on y pense. C'est dans un coin de notre tête. On se prépare. Sur Curiosity, on avait mesuré des radiations. Ici, par exemple, sur Mars 2020, eh bien, on va fabriquer de l'oxygène. Vous avez un instrument qui s'appelle MOXIE. Alors, MOXIE, c'est un instrument dérivé du principe de Sabatier, que les Toulousains connaissent. C'est que vous prenez du CO2 à 800 degrés avec une bonne catalyse et vous allez sortir de l'oxygène. Voilà, on va fabriquer de l'oxygène pour un jour les astronautes. Je vous rappelle qu'avec l'oxygène, bon, l'hydrogène c'est compliqué parce qu'il faut l'apporter, il n'y en a pas sur place, mais si vous apportez de l'hydrogène et sur place vous trouvez de l'oxygène, vous faites de l'eau, vous faites des carburants, vous faites à peu près tout ce qu'il vous faut. Et donc on va fabriquer de l'oxygène in situ pour la première fois. C'est notre petite pierre à l'édifice. L'homme arrivera un jour sur Mars. Alors on a compris depuis, il y a 4-5 ans, tout le monde dit allez, on est bientôt sur Mars, puis il y a quand même des gens qui disent qui font des super fusées, qui disent c'est pour demain. Non, c'est pas pour demain. Je vous rappelle qu'on n'a pas la fusée pour partir, on n'a pas le véhicule pour y aller, on n'a pas le véhicule pour se poser, on n'a pas la fusée pour redécoller. Donc il nous manque quand même beaucoup de techno pour aller sur Mars, il nous manque beaucoup d'appui politique. On a un engouement public, il ne faut jamais négliger ça. Et puis il faut l'entretenir. Alors je vous donne un petit exemple. Cette histoire de Mars, moi j'aime en parler. Donc on s'est permis un petit test à nous, une histoire, et je terminerai par ça, une histoire à raconter. Voici une météorite martienne. Vous savez qu'elles sont belles ces météorites. Un jour, il y a eu des explosions sur Mars, un objet qui vient du ciel, plus ou moins gros, mais qui suffit à faire un cratère. Si l'objet fait la taille de la centaine de mètres, on peut imaginer que la matière va être expulsée dans l'atmosphère de Mars, et même plus loin que Mars, elle aura la vitesse de libération de Mars, et de façon à tourner autour du Soleil. Et donc, on a des morceaux de Mars qui tournent autour du Soleil, on a des morceaux de Terre, des morceaux de la Lune, des morceaux de Vénus, rassurez-vous. Et puis ces morceaux, grâce à cause de la pression de radiation, à cause des petites dérives, pourquoi ils ne viendraient pas frapper la Terre et feraient partie de la collection de météorites qu'on a? Et dans les météorites, il y a des gens qui sont suffisamment malins pour les retrouver et reconnaître qu'elles viennent de Mars. Il y a un schéma intellectuel qui n'est pas très facile. Et puis on vient demander à nos laboratoires, en particulier le Muséum d'histoire naturelle à Paris, ou bien d'autres, d'identifier ces roches. D'ailleurs, au passage, elles prennent énormément de valeur financière quand on sait qu'elles viennent de Mars. Ce qui fait que nous, on peut plus les payer, globalement. Mais comme ils sont obligés de nous en donner un petit morceau pour identifier qu'elles viennent de Mars, c'est comme ça que le système fonctionne. Le système fonctionne très bien. Il y en a plus de 200 à l'heure actuelle qui viennent de Mars. On les appelle les météorites martiennes. Il y en a une qui est pour le coup pas très chère parce qu'elle est assez commune. On appelle une NWA un peu particulière. Et puis, on a demandé, Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l'Espace, on a acheté un petit morceau, vous voyez, qui fait à peu près 1 centimètre, une météorite martienne. Et pourquoi il l'a acheté? Parce qu'on voulait faire une petite histoire avec. Donc c'est le caillou qui vient de Mars, qui a tourné autour du Soleil, qui est tombé sur Terre, qui est reparti dans l'espace, puisqu'on a demandé à notre astronaute Thomas Pesquet de l'emmener, et il est monté dans sa poche avec la météorite. Il est redescendu, il avait toujours dans son petit kilo et demi. Voilà, il a fait des belles vidéos, on la voit ici devant la cupola, notre météorite martienne. Et alors, quand il est revenu, on s'est dit on va continuer l'histoire. On l'a coupé en morceaux. Il y a un morceau qui est pour lui, on ne l'a pas encore remis, mais il faut bien qu'on lui remette. Il y a un morceau vous pourrez voir à la Cité d'Espace de cette météorite. Et évidemment, le troisième morceau, puisqu'on prépare une mission sur Mars,
eh bien on l'a mis dans le site de calibration et elle repart sur Mars. C'est notre retour d'échantillon à nous, dans le bon sens malheureusement, mais bon, il fallait le faire. Je crois que ça sera le seul caillou, il sera parti de Mars et il sera passé dans la station spatiale pour revenir sur Mars. C'était une façon, alors ça c'est une petite histoire, je pense que les petites histoires dans les grandes sont importantes, parce que quand on parle de ça avec des enfants par exemple, ça permet d'illustrer tout ce qu'on fait, la science, la technologie, l'homme, etc. Voilà, c'était ma façon d'illustrer ce programme martien et je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question ou deux, pas plus parce que nous n'avons pas terminé la cérémonie, est-ce qu'il y a une question ou deux pour Sylvestre? Oui, je pense que moi j'ai. Et là, oui, ça va, c'est bon. Oui, ça sort un peu du sujet, j'en sais rien, mais ma préoccupation, outre celle que vous avez eue, les réponses m'ont absolument passionné, mais il n'y a pas que moi, c'est aller sur Mars. Est-ce que l'homme, avec tous les protons, les neutrons, les électrons, etc., va pouvoir survivre aux 3 ans ou 5 ans du voyage pour y aller en même temps? Oui, je crois que là, donc, la question c'est sur l'homme vers Mars et sa survie. Bon, soyons très clairs, l'homme il est bien sur Terre, il est fait pour aller sur Terre et pas forcément dans l'espace. Alors dans l'espace on triche un petit peu et le mettre pas en mode de vie mais en mode de survie. Alors en mode de survie, on s'est intéressé dans les sondes précédentes à calculer les radiations que recevrait un équipage avec un minimum de protection. On a maintenant une bonne dose, on connaît la dose. Évidemment, je pense qu'on sera assez malin pour mettre un facteur 10 par rapport à ce qu'on a mesuré, au cas où, on doit être leur vie. Oui, c'est possible de faire un voyage. En cas d'explosion, il faut quand même songer à les protéger. Et c'est très difficile, il y a une particule qui va vite, c'est très difficile de s'en protéger. Et donc, on a une astuce en se cachant à l'intérieur de réservoirs d'eau. Alors c'était facile pour la Lune parce que je signale que quand on a exploré la Lune il y a exactement 50 ans, il y avait des télescopes qui surveillaient le Soleil en même temps, en particulier depuis le pic du Midi, ici, en disant attention, tout le monde rentre, s'il y avait une explosion sur le Soleil, on les voit venir, alors qu'on Mars on les verrait venir. Donc vous avez raison, c'est compliqué, normalement ils devraient survivre à ce voyage, aller et retour à condition de les protéger. Les protéger ça suppose de la masse, et ça, ce qui coince encore dans le voyage martien, c'est un véhicule de taille suffisamment importante. Et pour l'instant, non. Donc la réponse est oui, on sait comment faire, non, on n'est pas capable de le faire. Encore une, si vous le souhaitez. Non, écoute, Sylvestre, c'est parce que c'était tellement brillant que on reste quoi. Bien.